Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Powerful, le podcast qui donne du pouvoir aux femmes. Je suis infiniment reconnaissante que tu sois là pour refaire le monde. Mon nom est Amélie Altner, je suis chef d'entreprise et coach certifié en empowerment et ma mission dans tout ce que j'entreprends à travers mon entreprise Project Power, mon programme de développement personnel, mes événements ou encore ce podcast est de donner du pouvoir aux femmes. Powerful rassemble tout ce dont tu as besoin pour prendre le pouvoir de ta vie. Des conseils, des outils de vie, des réflexions engagées, des interviews de femmes inspirantes. Bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Salut Sarah, bienvenue dans Powerful. Amélie. Salut, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah oui, merci à toi. Donc tu sais, dans Powerful, on est là pour fusionner nos cerveaux et pour créer des nouvelles visions pour que les femmes aient plus de place dans ce monde. Et aujourd'hui, on va parler d'une question qui est super intéressante, qui est comment faire des enfants heureux. Rien que ça, pas de pression, tout va bien. Rien que ça. Donc Sarah, tu es la fondatrice de Club des Daronnes. Donc Club des Daronnes, c'est... comment je pourrais résumer ça ? C'est la plateforme qui donne toutes les ressources aux femmes pour être des mamans heureuses et des mamans cool. Exactement, pour être la daronne la plus cool du parc. Yes. Ouais, et beau projet. L'idée du Club des Daronnes, c'est vraiment d'être centré sur les mamans. Donc, on est centré sur les enfants, sur leur développement, et justement comment les rendre heureux. Et en fait, tout ça, ça commence par les mamans. Donc on va s'en parler. Et actuellement, c'est plus de 500 femmes qui sont accompagnées, soit au quotidien avec le club, ouais. soit vraiment sur des programmes très ciblés éducation pour survivre au Terrible 2, pour retrouver du cool dans la famille et toutes ces choses-là. Donc tout ce qui va justement toucher à l'équilibre familial et aux enfants épanouis, aux mamans épanouies. Excellent. On en a besoin. Et tu touches un premier point qui est super intéressant, je trouve, quand on parle d'avoir des enfants heureux, c'est d'avoir des mamans épanouies, des parents heureux. Je pense que c'est le premier pilier fondamental, tu me dis si je me trompe. Mais le premier pilier pour moi, c'est si on veut avoir des enfants heureux, on doit avoir des parents heureux. Tout à fait. Ça va être hyper important parce que souvent, on a les mamans, en tout cas, moi je travaille beaucoup avec des mamans, elles se concentrent beaucoup sur, et je vois qu'elles réagissent beaucoup, sur tout ce qu'elles peuvent aller apporter, éveiller, outiller leurs enfants, pour qu'ils soient à l'aise avec leurs émotions, pour qu'ils soient à l'aise avec eux-mêmes, pour qu'ils aient confiance en eux, etc. Mais alors elles-mêmes, la gestion, la connaissance de leurs émotions, la confiance en elles-mêmes, etc., elles n'investissent pas du tout pour elles. Donc ça serait espérer, tu vois, cet adage fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça serait dire ok, fais absolument pas comme moi, mais toi tu auras tous les outils pour le faire. Ça marche pas en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un vrai décalage entre ce qu'on veut transmettre et ce que les femmes ont appris pour elles. Le développement, si tu veux, d'un enfant passe en fait par nous-mêmes. On doit apprendre à gérer nos émotions, on doit apprendre à avoir confiance en nous. Et tout ça, c'est des choses qu'on va transmettre du coup automatiquement. Et quand on est nous-mêmes alignés avec ce qu'on ressent, en acceptation et nous-mêmes épanouis, et ça, c'est une vraie responsabilité qu'on doit avoir avant nous-mêmes, avant de les avoir pour nos enfants, c'est là qu'on crée des enfants heureux. La génération précédente, c'est le meilleur modèle, si tu veux, de ça, de dire, on a eu des parents qui n'étaient pas vraiment heureux, hein, on peut le dire comme ça, et qui nous ont dit « Soyez heureux les enfants, soyez vous-même heureux ». Mais on avait des modèles qui n'étaient pas heureux eux-mêmes, tu vois. Donc, il y a eu un vrai décalage qui s'est créé entre ce qu'ils nous ont montré d'être heureux et ce qu'ils nous ont demandé de faire. Et là, je pense que notre génération, en étant maman, on a une vraie responsabilité de réaligner ça, de se dire, si mes enfants me voient heureuse, ils auront la vraie définition de ce que c'est d'être heureux. Et donc, c'est plus notre responsabilité de l'éducation, mais c'est une responsabilité envers nous-mêmes, de se poser la vraie question, de se dire, est-ce que je suis en fait épanouie ? Est-ce que moi-même, je suis heureuse ? Donc, de remettre les mamans au centre. Est-ce que c'est ça ? Exactement. Et la vraie question aussi, c'est, attention, 4 heures de philo, c'est quoi être heureuse ? Parce qu'en fait, finalement, quand on se dit ça,
assez vite, on a l'impression qu'il faut avoir le panel complet de l'humain parfait, Ouais. qui aurait toujours la bonne réponse au bon moment, la bonne gestion des émotions, qui vivrait, enfin, chaque matin c'est Disneyland dans sa vie, défoncé à la joie, ça serait le bonheur, etc. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, ok, par quoi passe mon épanouissement? Peut-être un peu se détacher de heureux, parce que finalement, quand on est dans l'injonction au bonheur et qu'on cherche absolument à être heureux, t'es sûr de ne pas y arriver, en fait. C'est plutôt se dire, ok, comment je vais rechercher mon épanouissement, me sentir Mmh. bien avec moi-même. Et en plus, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est forcément bénéfique dans le rôle de maman, parce qu'on va mieux se connaître et on va se foutre un peu la paix. Et on va arrêter dans la checklist de toutes les choses à faire, de toutes les choses. Voilà, faudrait que on soit les championnes. Enfin, je parle beaucoup d'émotions parce que je sais que c'est quelque chose qui cristallise beaucoup Ouais. d'inquiétude chez les mamans. On soit les championnes de l'émotion, de la communication, etc. En fait, on n'est pas tous les mêmes personnes. Il y en a qui sont meilleurs que ça sur ces sujets-là. Il y en a qui sont meilleurs sur d'autres choses. Il y en a qui c'est leur kiff de créer des activités d'éveil et il y en a c'est leur kiff d'aller voyager. Et c'est ok de pas être la même personne en fait. À partir du moment où on est aligné avec soi, bah, ça va être beaucoup plus simple de faire vivre sa relation avec son enfant et en plus de lui laisser l'espace d'être lui-même. Et tu disais, il y avait une nuance entre être heureuse et être épanouie, et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Être heureuse, c'est à l'instant T, d'accord? Être Mm. épanouie, ça enveloppe toute la palette émotionnelle, c'est-à-dire je suis, heureuse, triste, fatiguée, tu vois? On peut être épanoui, c'est-à-dire que c'est un sentiment qui se base sur le long terme et qui englobe tout ce qu'on ressent. C'est-à-dire, c'est un Mm. sentiment de sens, ce que je fais a du sens, ce que je fais m'épanouit sur le long terme, mais c'est pas être heureuse à chaque instant T de sa vie. Et ça, c'est super important de le dire parce que être maman, être femme, c'est pas être heureuse tout le temps. Ça Mm. n'existe pas. C'est un enchaînement de décisions qui nous ressemblent, qui sont peut-être difficiles sur le moment, mais qui sur le long terme vont nous apporter du bonheur. Yes. Tu vois? C'est un enchaînement d'émotions, de je suis triste, je suis en colère, je suis heureuse, je suis retriste, en colère. Mais si on le fait parce que ça a du sens, on est épanoui et ce sentiment, bah, il est important sur le long terme. Mais c'est pas de être heureuse tout le temps à court terme, tout de suite, tout de Mm. suite, tout de suite, tout de suite. Donc Ouais, et finalement, faire des enfants heureux, c'est aussi une question de choix. tout à fait. C'est complètement assumer les choix de qui on est et justement de presque de détacher le fait d'être heureux avec le fait d'être épanoui. Parce que sinon, ça rend Ouais, ton bonheur hyper fragile. Parce que le oui. jour où il va t'arriver quelque chose de désagréable, bah, tu seras plus heureuse à ce moment-là, à cet instant, comme tu le dis. Et donc, du coup, tu peux aller assez vite tout mettre à la poubelle. Moi, je vois pas mal de mamans qui Mmh. font ça. Il se passe un truc dans la journée qui est pas fluide, où elles sont criées sur leurs enfants, où elles sont pas senties bien. Il y a plus rien qui va. Elles rejettent tout leur être, elles rejettent toute leur vie, alors que ouais, c'est une mauvaise journée, quoi. C'est pas une mauvaise vie. Et donc, du coup, de décorréler l'épanouissement et l'état de grâce du bonheur, ça permet de se sentir mieux. Et ça va passer effectivement par les choix qu'on fait et d'être sur des choix qui sont conscients et qui sont assumés. Conscient, assumé et sûr, encore une fois, être heureuse sur le long terme. Tu vois, je vois beaucoup, Mm. par exemple, de mamans, qui restent en couple, malheureuses, pour leurs enfants. Ça passe, si tu veux, de retrouver son épanouissement, de retrouver du sens dans sa relation, ça passe possiblement par une décision difficile qui rend sur le moment pas heureuse, tu vois? De se dire: «Je me sépare», par exemple. Mm. Pour ensuite recréer sur du long terme, retrouver un équilibre et que ça rend de nouveau, épanouie, tu vois? Et de nouveau heureuse. Mais sur le moment, la décision à prendre qui va me rendre heureuse sur le long terme, elle est difficile, tu Elle est vois? très difficile. Et en plus, tu vois, d'aller se dire, parce que cet exemple, il est très pertinent, justement, si on se parle de bonheur des enfants. De dire, c'est Ouais, pour les enfants que je le fais. La ouais, responsabilité que tu mais sur les épaules de tes enfants, elle est énorme. Ils t'ont rien ouais. demandé. C'est pas eux qui t'ont dit vas-y, reste, sois malheureuse. Ne te cache pas derrière ça parce que là, derrière tes enfants, toute leur vie vont porter ça. Ma mère, elle a été malheureuse parce qu'elle est restée pour moi. Waouh. Mmh. Ok, bah très bonne Donc base. en fait, c'est contre-productif parce qu'on devient un modèle nous-mêmes malheureux et on Mm, demande à notre enfant d'être heureux. Si on mm. lui montre pas l'exemple et si on n'est pas rôle modèle sur être heureux, ça veut dire quoi? Il apprend qu'en fait, être heureux, c'est pourri, quoi. Tu vois? Parce que c'est subir ou c'est remettre des décisions sur les épaules des autres. Donc on a un modèle de parents
qui veut prendre des décisions pour le bien-être de son enfant, mais qui subit lui-même Mmh. la décision qu'il prend. Tu vois le mécanisme qui est en place? Le mécanisme, c'est pas du tout bon et en fait, Voilà, ça enlève toute forme de responsabilité. Or, pour moi, l'épanouissement, il passe par la responsabilité, par le fait d'être ouais. mature dans ses D'assumer décisions ses et surtout choix. assumer Ouais, ce qui va avec. Et ça, en plus, tu vois, c'est intéressant parce que pareil, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les mamans. Comment je rends mon enfant plus autonome, développer l'autonomie, etc. L'autonomie, c'est la responsabilité. C'est mes actions, elles ont des conséquences à l'échelle ouais, d'un enfant de 2, 3, 4, 5 ans. bien sûr, ouais. Mais ça a des conséquences. Et c'est ça qui va rendre autonome. C'est de se dire, OK, je fais des choix. Derrière, c'est ma responsabilité. Que ça soit de, je renverse un verre d'eau, je le nettoie, je fais une crise au supermarché et donc j'ai des conséquences plutôt désagréables. Ouais, Ça va avec ça. Et donc, du coup, on attend ça d'un enfant de 3 ans, par exemple. Parce que c'est à cet âge-là qu'on se dit qu'il faudrait qu'il développe son autonomie de 3 ans, quoi. Euh, et parfois, en tant qu'adulte, on va un peu aller chercher des causes et des raisons de son non-épanouissement ou de fait d'être pas très heureuse dans sa vie, la faire porter à d'autres personnes ou à d'autres circonstances ou à un environnement, etc. Et on ne prend pas la responsabilité de ça, quoi. donc en fait, d'essayer de justifier un non-choix plutôt que de faire un choix, qui, peut être difficile sur le moment et qui par contre est garant d'un investissement plus grand, enfin un épanouissement plus grand plus tard. Ouais. Alors après, il faut quand même remettre un peu de mesure sur le monde de la Oui, maternité parce que c'est souvent très dur d'assumer ses choix. Parce qu'il y a des injonctions qui sont énormes, énorme. des modèles complètement irréalistes de maternité, de mère. On se compare aussi de notre génération à nos mères qui souvent étaient mères au foyer, pour la Oui, plupart, pas toutes, mais une bonne dans mon cas en partie. tout cas, ouais, ouais. Voilà, moi aussi. Qui du coup font un tas de choses que moi je ne sais pas faire et qui en plus parfois ne m'intéressent pas du tout. Mais je me dis, tu vois, tu cristallises beaucoup sur ta propre mère ou tes propres parents de ce que c'est un bon parent, parce que forcément tes parents, voilà, c'est ce qu'ils ont fait, c'est bien, c'est le seul modèle que tu as. Et tu dis, si moi je fais pas tout ça, je fais pas ma cuisine maison, gérer mon foyer, coudre des vêtements pour mes enfants, leur faire des activités, m'en occuper à chaque vacances scolaires, etc. Tu te dis, bah, en fait, Je suis une mauvaise mère. je suis une mauvaise mère, je suis pas à la hauteur. Et puis alors, en plus, tu vas aller sur les réseaux sociaux avec toutes celles, le storytelling et la mise en scène de chacun pour aller montrer, si, regarde, moi, je suis une bonne mère, je suis une bonne mère pour aller se rassurer. Waouh, le cocktail détonnant derrière, bah vas-y, pour savoir qui tu es en tant que mère et d'aller assumer tes choix derrière. Oui. Ce qui est important de dire dans le choix, c'est que peu importe les choix qu'on fait, il y aura des conséquences et positives et négatives. Il n'y a pas Mm. un seul choix qui n'a pas de conséquences positives et négatives, tu vois. Peu importe ce qu'on choisit. Un exemple que j'aime bien donner, tu vois, qui est assez marquant, c'est de dire je choisis de faire un seul enfant, tu vois. Mm. Un seul enfant, d'un point de vue psychologique, c'est déjà un traumatisme parce qu'il est tout seul, tu vois. Je Mm. choisis de faire maintenant 2 enfants pour éviter le traumatisme de l'enfant seul, tu vois. 2 enfants, je crée un autre traumatisme C'est ça. qui est que le premier enfant doit, en fait, splitter l'attention qu'il reçoit avec le deuxième. Et donc du coup, ça crée aussi un autre traumatisme. Donc que tu sois enfant seul ou que tu sois enfant aîné du coup d'une fratrie, ça va créer de toute façon un impact sur l'identité de ton enfant. Bien sûr. Donc tu vois, en psychologie, on parle toujours de traumatisme, c'est peut-être fort de dire ça, mais c'est en fait, c'est simplement une influence que ton choix a sur ton enfant, peu importe ce que tu fais. Donc quoi qu'il arrive, le tout, c'est toujours de regarder qu'est-ce que j'ai comme conséquence en positif, en négatif, de peser le pour, le contre, qu'est-ce qui me ressemble le plus et de faire des choix en Mm. conséquence. Donc si tu as par exemple, le sujet de l'accouchement, moi je le vois en coaching, c'est un sujet qui est hallucinant, qui fait vraiment peur. Il y a des femmes qui choisissent de faire une césarienne pour pouvoir, repartir avec l'enfant sous le bras et puis, ne pas, avoir de faire un accouchement qui leur fait vraiment peur. D'autres choisissent de faire un accouchement naturel où il y a pas il y a pas de péridurale et cetera. Quoi qu'il en soit, si tu veux, si la maman est à l'aise avec la décision et que la décision la rend heureuse, l'enfant, il se portera bien.
Si tu as énormément peur de l'accouchement et que parce qu'on t'a dit qu'il fallait qu'absolument que l'enfant il sorte, naturellement, parce qu'il y avait des bactéries super qui sortaient au même moment et que ça allait booster le système immunitaire de ton enfant, on l'entend ça. Mais si elle est hyper stressée de ça, toute la peur mentale qui se crée, elle est de toute façon, elle redescend en ligne directe sur l'enfant. Donc tu vois, l'un comme dans l'autre, si elle est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus sereine avec la décision de faire une césarienne, let's go quoi. Bah, ouais, tout à fait. Et bon, avec. Parce que souvent, la conclusion, en fait, je vais tout faire. Oui, je vais Je tout vais faire. prendre Ah aucun oui, risque c'est parce ça. que justement, cette peur avec du traumatisme, je vais créer un traumatisme. Et donc, du coup, mon enfant, sa vie est flinguée, quoi. Ouais. Euh, Elle va faire, elle va créer une autre dynamique, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce que je transmets, voilà, parce qu'en final, d'un Quel parent à choix je l'autre, fais? ben, Ouais. quel choix je Elle fais fait le avec. choix de tout. C'est le choix de tout. Exactement. Et en fait, c'est plus les choix, c'est les to-do list, quoi. C'est les to-do list de tout ce qu'il faut faire parce que c'est le mieux. C'est le mieux. Il faut accoucher sans péridurale parce que c'est le mieux. Et derrière, il faut lui donner une diversification menée par l'enfant parce que c'est le mieux. Il faut faire Il ça faut parce faire que que du c'est le mieux. maison. Il faut Voilà. travailler à fond. Il faut Et il y a plus de, on se perd. On se perd parce que c'est pas qui on est. C'est une checklist qui a été donnée en plus en piquant un peu partout. Le ouais. mieux de chaque monde. Ok, bah cool. Mais en fait, ça veut pas dire que ça fait un monde cool pour toi. C'est pas ça la réalité. C'est-à-dire que ces personnes-là ont fait ces choix-là, mais tu connais pas tout le reste de leur vie et tous les autres choix qu'ils ont fait pour mener cette chose-là à bien. Et donc on tombe dans la to-do list, on fait plus de choix. On a l'impression de faire des choix, de faire le choix du mieux, et en fait on est dans le non-choix. On est dans l'illusion qu'on est en train de tout faire, et donc on tombe dans la Et checklist, donc on on tombe dans le stress, s'épuise. on Voilà. s'épuise. On s'épuise, on se stresse. Donc Mm. forcément, on est moins épanouie, moins heureuse. Et donc, automatiquement, les enfants le sont moins aussi. Si on est stressé, si on est fatigué, si on n'a plus d'énergie parce qu'on donne tout, tu vois, et qu'on fait pas de choix et que du coup on est partout tout le temps, super bien, hop, au top, bah, on n'a plus du tout de patience avec les enfants, on s'énerve pour rien, tu vois? Ça a Mm. une vraie conséquence aussi sur la relation que tu crées avec l'enfant, quoi. Et t'as moins de présence. Il va faire Oui, un pimpon avec son camion de pompier, tu vas péter un câble parce qu'en fait tu supportes plus le bruit, parce qu'en fait t'es saturé, t'es à un niveau de stress tellement élevé que le moindre petit stresseur, boum, ça va partir ouais. super fort. Et qu'en plus tu vas te culpabiliser avec ça. Tu vas te culpabiliser Ah! en disant oh là là, mauvaise mère. Ouais. Ah. Exact. Ça, c'est un vrai sujet aussi quand on parle de choix. Et ça, c'est un sujet qui touche vachement sur la maternité, je trouve, c'est la culpabilité. J'ai l'impression, alors moi, je suis pas encore maman, et c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui qu'on en parle pour avoir ce point de vue de maman aussi. C'est de dire, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a des enfants, on a une culpabilité qui est renforcée, décuplée. Ah Qu'est-ce qui ouais. se passe? Moi, j'ai une théorie, hein, c'est que la culpabilité, elle est dans la poche des autres, tu vois. Tu la perces, paf, elle arrive. Parce que tu parles à une femme enceinte, elle est détendue, elle t'explique qu'elle, sa vie va pas changer, que ça sera exactement pareil. Tu la revois 2 semaines après son accouchement. Elle est en train de se questionner sur est-ce qu'elle rajoute une cuillère de lait ou pas, ou 30 millilitres, et comment elle fait, etc. Tu vois. Est-ce que le transat, c'est le bon? Est-ce qu'elle est pas en train de lui flinguer sa mobilité avec ce transat? Enfin, bon, on bascule dans un autre monde. Euh, je pense qu'il y a pas mal de choses qui fait que ça se déclenche. C'est cette envie absolument de bien faire, cette envie potentiellement Ouais. de réparer si on n'est pas OK avec soi. De C'est réparer très ses propres exacerbé. blessures, de mieux faire que nos Voilà. parents ont fait avec nous, par exemple. Ouais. Et en fait, au lieu de regarder et de prendre ce qui était cool, ce qui était moins cool, et en fait, moi qui je suis et qu'est-ce que je vais amener dans cette relation, on va essayer d'aller réparer, compenser, construire dans l'opposition, Dans au lieu de l'inverse. construire dans Dans qui l'inverse de on ce est qu'on dans a la vécu transmission. nous-mêmes. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc déjà ça va commencer à ajouter à la culpabilité, à cette envie de bien faire. Parce que aussi, il faut se dire que au moment où on a des enfants, bah, jusqu'à ce qu'on ait des enfants, on n'a pas eu d'enfants, quoi. Donc on est débutant, On donc est on est novice, on maman ne sait stagiaire. rien. Et en Dans la fait, notion de choix, pour assumer un choix, il faut déjà comprendre. Donc il y a une vraie volonté d'apprendre aussi, de tester, donc d'apprendre en testant plusieurs choses différentes. Ça va pas avoir un impact hallucinant sur la vie de ton enfant si tu testes 2-3 trucs, tu vois? Si tu testes un mais transat et une exactement. balançoire et je sais pas quoi. Donc faut s'autoriser à tester de nouveau. Faut s'autoriser à apprendre, à lire, à échanger avec d'autres mamans, sans culpabilité quoi, de se dire: «Je sais pas là». De s'avouer Ouais. qu'on sait pas Qu'on sait et qu'on pas et essaye. qu'en fait, on est à 30 d'apprendre
d'apprendre le Ouais. rôle de maman et d'apprendre de construire une relation avec quelqu'un parce que cet enfant est né, il a sa personnalité, il est qui il est et on le découvre. En fait, on ne connaît pas cet être humain jusqu'à ce qu'on commence à interagir avec lui. Ouais. Et donc, on construit ça. En fait, c'est comme toute relation humaine, bah, des fois tu te plantes. Des fois tu essayes quelque chose, ça fonctionne, le lendemain, ça fonctionne plus. Tu tâtonnes, t'essayes, et en fait, personne, mais je crois que même, tu vois, après 15 ans de mariage, tu tâtonnes encore sur certains sujets. Alors, du coup, Bien sûr. ton enfant, il a 3 semaines, 2 ans, 3 ans, tu aurais les solutions à tout. Impossible. Tu, tu, tu tâtonnes. Donc, ça, je pense que, enfin, c'est plutôt pour déculpabiliser, mais ça explique pas vraiment la culpabilité. Mm. Et il faut bien se dire qu'une relation humaine, parce qu'en fait, c'est ça, hein, l'éducation, c'est une relation humaine, hein, Oui. ça se joue pas sur une interaction. C'est pas parce que une fois t'as pas eu la bonne réaction au bon moment, t'as monté le ton plus vite que tu le voulais, que même pendant, tu vois, moi je le vois sur les accompagnements que je fais où il y a plus de cadre. On s'en parlera, tu vois, mais il y a plus de cadre depuis 2, 3 ans, et donc les enfants sont un peu partis en cacahuète. Et ben on rattrape en fait, voilà, On le recrée. et on recrée, on ajuste, et ok, bah c'était pas dingo, bah on fait autrement parce qu'en attendant on a amené d'autres choses dans cette relation. Et, et ça sert à rien de s'auto-flageller parce qu'on va pas défaire ce qui a été fait dans tous les cas. Ouais. Donc là, ça me paraît important sur tout ce qui est culpabilité. Déjà, essayer de la regarder en face et pas de la mettre sous le tapis quand on et du coup de pas essayer de surcompenser. Ah, je me sens pas très bien par rapport à ça. Du coup, je vais en faire encore plus. Ok, on regarde en face ce qui se passe. On est honnête avec soi-même, on est honnête avec ses Voilà. choix. Et l'émotion de la culpabilité, c'est simplement, en fait, notre cerveau, parce que nos émotions, c'est quand même à chaque fois notre cerveau qui communique avec nous-mêmes, donc c'est intéressant. La culpabilité, c'est, attends, là, tu as fait un choix, je viens juste rechecker avec toi si le choix que tu viens de faire est le bon. Je te redonne en fait la possibilité de faire un choix. Tu refais un choix, il peut être le même que celui que tu avais fait 5 minutes avant. Tu refais un choix, c'est-à-dire par exemple de te détendre 15 minutes avant d'aller voir tes enfants pour être plus patiente derrière. Tu revalides le choix. Oui, je veux bien me détendre 15 minutes avant d'aller voir mes enfants. La culpabilité, elle s'en va. Hmm. Donc, elle est juste de passage pour te dire, hello, tu viens de faire un choix. Est-ce que c'était vraiment le bon? Est-ce que tu es vraiment sûr de ton choix? Refais un choix. Remets de la sûreté sur le choix que tu viens de faire. Ou change d'avis. D'ailleurs, change Ouais, d'avis, peu exactement. importe. Tu peux dire, non, en fait, 15 minutes, je les prendrai plus tard et là, je vais voir mes enfants. Et quand tu refais un choix, la culpabilité disparaît. Et ça, c'est Tout super à fait. intéressant. Elle vient juste revalider ton choix. Pas méchant. Ouais, et être capable de se dire des fois, j'ai pas fait le bon choix. Et, Exact. euh, et en fait, on fait pas toujours le bon choix du premier coup. Moi, enfin, je Non. prends l'exemple de quand j'ai quitté mon entreprise, parce que c'était trop. J'en avais trop, en fait. J'ai géré des enfants rapprochés en période de Covid, un travail avec beaucoup de pression, un peu de moyens, etc. Bref, c'était trop. Et du coup, ma conclusion, c'était le truc en trop, c'est le travail. Et moi, ce que je veux au fond, et en fait, je pense que j'ai manqué de hauteur sur ce moment-là, mais c'était plus en mode survie, je pense. Euh, Ce que je veux, c'est finalement être avec mes enfants et m'occuper d'eux et pouvoir les éveiller et vivre ma meilleure vie d'Instagrammeuse, tu vois. Enfin, de mère Instagram parfaite, etc. C'est pas du tout moi. Genre, absolument pas. Et du coup, au début, je me sentais soulagée parce qu'en réalité, j'ai une composante très stressante de ma vie. Donc forcément, tu dis, ah, ça va mieux. Et en fait, être mère au foyer, c'est pas du tout moi. Et j'ai commencé à culpabiliser de me dire, oh là là, j'ai quitté mon travail, j'ai fait changer toute l'organisation de la famille pour un truc qui, en fait, je me sens mal. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, je pourrais juste continuer à me sentir mal et rien dire et mettre ça sous le tapis, ou regarder les choses en face et me dire, ok, bah, pourquoi je me sens mal? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux le faire? Et à partir de la situation que j'ai là, ça sert à rien, elle est là, ça sert à rien de se dire, oh, j'aurais pas dû, etc. C'est fait.
comment je construis sur ça. De refaire un choix, en fait. Exactement. Tu vois, ce qui est intéressant dans le choix, c'est qu'il y a rien de définitif. Rien. Rien n'est définitif dans un choix qu'on fait à un instant T avec les informations qu'on a à l'instant T. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire à ce moment-là. Maintenant, on fait un choix, on teste et ensuite on se laisse toujours la possibilité de refaire un choix. Tu as fait le choix de quitter ton travail pour tester la vie de mère au foyer. Laisse-toi toujours et à n'importe quel moment du process de j'apprends et je regarde, de te dire je refais un choix de reprendre un travail parce que finalement, mère au foyer, ça me convient pas. J'ai testé, j'ai vu, ça me convient pas. Donc je Mmh. refais le choix de reprendre un travail. Quand on se laisse le choix en fait en permanence, on enlève la pression. Et donc, on est automatiquement plus heureuse. Te dis, par exemple, je fais n'importe quoi, tu veux tester une nouvelle école pour tes enfants. Ben, laisse-toi le choix. Tu testes pendant 1 an, tu te dis pas, c'est the école pour toute leur vie. Non, teste 1 an une différente scolarité avec Montessori. Regarde. Et puis, si toutefois, si ça convient, bah, tu laisses. Et puis, le jour où tu vois que ça convient plus, refais un choix à l'inverse. Ou de Mmh. déménager, de changer de cadre de vie. Laisse-toi le choix de revenir dans un cadre, si toutefois tu avais fait un choix de partir et que ça te convenait pas finalement. Tout à fait. Et je crois que ce qui va quand même être très intéressant dans ça, c'est d'être au clair sur qui on est, de porter une vision un peu lointaine, un peu long terme, de où on veut aller et qui on est, et de pas parce que voilà, je pense que ça nourrit aussi la culpabilité de toujours regarder ce que les autres y font. Ah, lui il fait ça, Oui. il a l'air d'être heureux avec ça, donc c'est que ça doit être la solution pour être heureux. Donc je fais ça. Ouais, mais en fait ça, c'est développer une vision long terme sur quelle parentalité je veux vivre en fait. Exactement. Et pas être dans la réaction, d'être dans tu vois, de je vois ça, et en fait d'associer le bonheur qu'on attribue aux gens, ah ils ont l'air super heureux de ça, à une action, à un tout petit bout d'action qu'on voit. Donc c'est ça la solution pour être heureux. Ok, bah peut-être pas Mmh. en fait. Et être Mmh. heureux, c'est pas forcément quelque chose qui se déclenche. Tu sais, à partir du moment où tu as pris la décision, hop, ça y est, le bonheur t'envahit. Des fois, faut voir un Ça peu prend plus du loin que ça, temps. quoi. Ça Ouais. prend du temps. Donc il faut prioriser en fait un épanouissement, et un cadre, long terme plutôt que des petites décisions, sans cohérence en fait. Ça, il faut qu'il y ait une vraie vision de comment je veux vivre le truc, éduquer les Mm. enfants et que ce soit, quand on parle d'être heureux, que ce soit une vision qui soit long terme et pas juste à l'instant T. On prend un exemple, hein, un enfant qui fait une crise de nerfs, dans un magasin parce qu'il veut un jouet, solution Mm. assez classique je pense? Tu me dis, hein? Situation classique. Voilà. Sur le moment, pour être plus heureux, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui acheter le jouet. Tu es d'accord Mm. avec moi? De là, Yes. je rends mon enfant plus heureux, tout de suite. Mais est-ce que c'est lui rendre service et le rendre heureux sur le long terme que de céder à chaque caprice, si je peux appeler ça un caprice, En tout et de cas, lui à chaque offrir à chaque fois demande, de ce quoi. qu'il demande? Ouais, bah, c'est un très bon exemple. C'est de. Et ça revient à ce qu'on se disait au début, c'est de faire la différence entre la joie, la recherche de Instantané, la joie, l'instantanéité, ouais. et le je veux donner les clés à mes enfants pour être heureux. Et je crois qu'il faut même, tu vois, si on se parle de vision de parentalité, il faut peut-être même aller un peu plus loin que ça. Parce qu'aucun parent va te dire, bah, je voudrais pas qu'il soit heureux. En fait, c'est un truc, c'est juste un acquis. Juste, Ouais, oui, c'est on veut vrai. tous que nos enfants ils soient heureux. Mmh. Sauf qu'on n'a pas tous le même chemin pour être heureux. Et on n'a pas tous le même point de départ. On est dans une famille, on est dans un contexte, et tout ça, ça s'inscrit dans une filiation, dans une transmission, dans plein de choses. Et donc forcément, ta famille, tes parents, tes grands-parents, etc., ne vont pas te transmettre les mêmes choses. Et en fait, il faut être OK avec ça. Il faut aller pour construire une vision de la parentalité sur quelque chose, sur des choix qui sont un peu discriminants. Parce que si tu dis, moi, ma vision de la parentalité, c'est qu'il soit heureux. Ok, fine, très bien. Qui va te dire le contraire. Euh, mais par exemple, j'ai en tête des mamans qui, avant d'avoir des enfants, leur énorme kiff, c'était voyager. Ouais. Voyager, tout le temps partir, etc. C'est quelque chose c'est lié à elles. Tu vois, par exemple, c'est des enfants qui ont été enfants d'expatriés ou qui adorent les voyages, ou etc. Ça va pas faire partie de leur parentalité. Bah, moi, je voudrais, ma vision, c'est l'ouverture sur le monde. Tu vois, c'est peut-être plutôt ça leur truc. Donc forcément, elles vont le faire vivre d'une manière différente. Et pour elles, c'est leur bonheur, c'est ce qu'elles vont transmettre. Et peut-être que leurs enfants, ils vont adorer ça. Et plus tard, ils le feront aussi avec leurs enfants. Et tout ça s'inscrit dans une transmission. Peut-être pas tant que ça.
mais qu'ils auront développé une adaptabilité, pas facile à dire ce mot, Ouais, ouais. qui vont transmettre d'une autre manière à leurs propres enfants, etc. Et en fait, il n'y a pas de recette du bonheur, il y a qui on est, comment on se sent avec ça et comment on veut le transmettre. Mais à un moment, il faut se poser la question. Ça me paraît essentiel. Et je trouve que c'est une question qu'on pose aux hommes et qu'on pose pas aux femmes. OK. Je pense à l'exemple d'un podcast de Daron, où une des questions qui revient à chaque fois dans les interviews, c'est mais toi, qu'est-ce que tu veux que tes enfants gardent de toi, des transmissions, etc. Et les femmes, il y en a beaucoup des podcasts sur la maternité. On leur parle de leur accouchement, de leur vie de famille, de leur gestion du quotidien. Mmh. On reste à une échelle plus petite. Ouais, une échelle de quotidien, Ouais, voilà, gestion du d'enchaînement de quotidien. faits à gérer, en fait, une gestion, instantanée encore une fois et il y a pas de prise de recul, de je dézoome pour savoir je Ouais, veux mener le truc où. Donc en fait, exactement. définir un cadre dans lequel ensuite je vais faire des choix en fonction du cadre que j'ai défini. Parce que tu vois, quand on Exactement. parle de choix sur le pilier précédent, on parlait des choix, d'assumer ses choix. Mais si c'est des choix qui sont ancrés dans une vision qui est long terme, ou une vision d'ensemble, c'est beaucoup plus facile de faire des choix qui nous ressemblent dans une perspective long terme. Faire des Mm, choix et se poser des questions toutes les 2 secondes, de savoir si c'était le bon choix ou pas, tu vois, c'est très stressant finalement. Quand on a une vision long terme, on sait mm, exactement ce qu'on veut transmettre à nos enfants, que par exemple, c'est, normal qu'en tant que parent, on dise non et que l'enfant doit accepter le non. Et bah, sur le moment, quand il nous fait une crise, beaucoup plus facile de dire non que, si on hésite à ce moment-là de se dire: «Attends, mais qu'est-ce que mon enfant va penser de moi? Est-ce que je vais le rendre malheureux si je lui dis non tout de suite? Est-ce que je suis obligée de lui acheter ce mm, jouet?» Donc avoir cette vision long terme, en fait, ça simplifie aussi les choix du quotidien. Tu es d'accord là-dessus? En fait, ça permet de sortir du détail. Parce qu'en fait, quand on est Ouais. tout le temps dans la gestion du quotidien et de l'immédiateté et de l'émotion tout de suite, L'émotion, tout de suite. euh, Mmh. on essaie de préserver, et du coup, en restant plus dans il faut que mes enfants soient heureux, mes enfants doivent Mmh. être heureux, on va essayer de préserver à tout prix la joie. En plus, les enfants, c'est une espèce de mini machine à kiff. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est le kiff instantané tout le temps. Ils sont drivés par leur désir, en fait. Et Ouais. nous, on a comme travail de remettre de la hauteur sur ça. Sauf que quand on est entraîné tout le temps dans le quotidien, dans le faire, etc., c'est hyper dur de reprendre de la hauteur et de se dire attends, mais où je vais en fait? Qu'est-ce que je suis Mmh. en train de faire? Non, je suis tellement occupée avec ma charge mentale et toutes les tâches que j'ai à faire et on se retrouve enfermé là-dedans. Je trouve que les femmes, on se retrouve vite enfermées là-dedans et enfermées dans une toute petite échelle. C'est-à-dire qu'on est hyper concentré sur là, notre enfant de 3 ans et on se dit pas, ok, attends, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que je veux qu'il ait comme valeur, comme transmission? On est concentré sur, il faut qu'il gère ses émotions, il faut faire les crises, gérer les crises, etc., etc. Je dois accueillir et tout ça. Reprenons un peu de hauteur et ça implique aussi de se faire de la place pour soi. Parce Mmh. que construire une vision de la parentalité, c'est un peu construire une vision de sa vie, Ouais. ça prend Ouais. un tout petit peu de temps. Et Mmh. c'est pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts, en fait. Pour définir sa vision de la parentalité. Est-ce que tu as 2-3 questions qu'on peut se poser, Ça serait par exemple de se dire, quand ils seront adultes, ou quand je serai Ouais, plus là, qu'est-ce que je veux qu'ils gardent? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils aient comme qualité? Comme, comme valeur? qu'est-ce que j'aimerais qu'ils transmettent à leur tour à leurs enfants? Tu vois? Et ça t'oblige à aller questionner ce que toi t'as reçu, ce que t'en as fait, Mmh. ce que tu penses de ta conception de la vie, de ce qui est important, etc. Et donc, d'une personne à l'autre, la réponse, elle est pas du tout la même. Un exercice que je trouve intéressant, c'est de se dire, vas-y, décris un peu ta vie idéale, quoi, à quoi ça ressemble, etc. Tu noircis un peu de la page, quoi. Et après, tu prends 2 idées fortes là-dedans. 2 idées qui sont vraiment essentielles pour toi, et tu essaies de refaire cette vision-là en une phrase, avec ces 2 idées fortes, quoi. Parce qu'en fait, si tu décris ta vie idéale, bah oui, tu vas fourre-tout, hein, tu vas tout mettre, hein. Tu fais la totale, t'es dans la checklist, t'es au top, etc. Mais si à un moment tu dois faire un choix et qu'il y a 2 trucs à transmettre, c'est quoi? C'est pas facile, hein, parce qu'entre la première fois où tu vas le faire et tout ce que ça va déclencher comme réflexion et maturer, déjà c'est un peu Ouais. long. Et Ouais. puis surtout, t'es pas toute seule. À part si voilà, bah, les mamans qui sont mamans solo, mais il y a quelqu'un Oui. d'autre avec qui composer avec ça. Il faut s'aligner avec ça. Ça, c'est pour moi, c'est un pilier fondamental aussi de rendre un enfant heureux. C'est d'être aligné, non pas alors avec soi-même, bien sûr, mais aussi sur la vision de la parentalité avec son partenaire.
est-ce qu'un enfant peut être heureux si la maman a un discours et le papa en a un autre? Ah non, faut être cohérent. Ça, Il faut être c'est évident. cohérent. Faut être cohérent sur des choses clés. Après, on n'est pas les Ouais, mêmes personnes. oui, Donc chacun a reçu son éducation, chacun a reçu et a construit une représentation de la vie, une grille de lecture, etc., et des valeurs qui sont les siennes. Chacun va aller faire vivre sa propre relation avec son enfant et transmettre des choses différentes. Enfin, tu vois, je pense que si tu te questionnes, t'as pas reçu les mêmes choses de ton père et de ta mère. bien sûr, ouais. Mais ça va pas en collision. À quel moment la vision, elle doit être liée là? La vision, elle doit être très liée, en tout cas, au moins sur l'exécution du quotidien. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, si on se dit, il y a un des parents qui dit non au Kinder au supermarché, tu vois, Ouais. et que l'autre parent il dit oh c'est bon, donne-lui son Kinder. Là, Bon, enfant tu vois, malheureux. ouais, l'enfant se dit pas Ouais, il y a un tissu d'adultes autour de moi qui est contenant et qui est cohérent et je peux leur faire confiance. En fait, c'est des fois c'est oui, des fois c'est non. Quel est le sens de tout ça, quoi? Je prends l'exemple de la religion parce que moi, mon mari, il est musulman. ouais. Moi, non. Et c'est quelque chose qui est très important pour lui. Je vais pas aller saper les croyances qu'il essaie de transmettre à ses filles en disant oh, ouais, c'est bon. Tu vois, avec des petites punchlines. Voilà. Je respecte ça parce que c'est quoi ce qu'on a eu avant, tu vois. Et je vais pas aller saper ou décrédibiliser ses valeurs à lui. Et ça amène aussi des conversations sur ok, si on dépasse la croyance oui ou non, la forme de la religion, le nom de la religion, peu importe. C'est quoi les valeurs que tu mets derrière? Est-ce que moi je me retrouve dans ces valeurs et comment je peux faire vivre ça pour que ça soit aligné avec moi, sans forcer les choses qui sont pas ce que moi je crois et qui vont pas aller saper ce que toi tu crois, tu vois. Donc c'est des conversations qui sont à mener et il faut pas êessayer, je crois vraiment de et ça c'est un truc que je vois un peu chez les mamans, c'est il fait pas comme moi. Bah oui, mais c'est parce qu'il est pas toi. Vous n'êtes pas les mêmes personnes, vous n'avez pas Exact, la même relation que vos enfants. exact. D'accepter qu'en fait et donc là, c'est vachement intéressant parce que c'est accepter que la personne soit différente, qu'elle ait une manière de gérer les choses différemment, mais de s'assurer qu'on aille dans le même chemin, dans la même Mmh. direction. Ouais, On est d'accord? Ouais. exactement. Et ça, Donc ça passe le par but final est le même, l'exécution au quotidien peut être différente. exactement. Et ça, OK, pour être sur un pied d'égalité sur ça, c'est il faut avoir pris le temps de se questionner oui. Et d'en avoir discuté parce que, et d'en quand avoir est-ce qu'on discuté. trouve le temps en tant que parent de discuter de ça? Les situations d'éducation un peu compliquées, c'est le meilleur moment en fait, parce que tu te dis ok, on a telle situation Telle récurrente. problématique? Ouais. Voilà, on a telle problématique, l'enfant qui fait des roulades au supermarché ou qui dort pas la nuit et qui exige qu'on reste. Alors ça, c'est une problématique qui arrive souvent. Qui exige qu'on reste à côté de son lit pour s'endormir. Et du coup, on n'a plus de soirée, etc. Et en fait, à un moment, c'est de dire comment on gère ça. Et en fait, ce point de départ-là, il va ouvrir la discussion. Parce qu'il y en a un qui va dire, bah, moi, je pense qu'on continue. Et l'autre qui va dire, mais moi, je veux pas, en fait. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce on implique de chaque côté comme valeur, représentation, croyance et comment on définit une stratégie qui convient à tout le monde. Ça sent le vécu de l'enfant qui dort pas et que c'est un problème. Ah oui, ah bah oui, ah bah. Ah! Ah! Tout Bah, à donne-nous fait. un exemple. Donne-nous un Tout à- exemple perso là, sur, un moment en fait où il y a eu une crise, où, ça vous a demandé de vous retrouver tous les 2 pour redéfinir et une vision long terme et un Mm. cadre pour le quotidien en fait. Ok. Alors, j'en ai deux à deux moments de vie, je trouve qu'ils sont importants. Ouais, Dans la parentalité, le premier, et je pense qu'il va être très lié à la culpabilité aussi, c'est quand j'ai eu ma deuxième fille. Donc moi, j'ai des enfants qui ont 15 mois d'écart. Donc autant dire que, en termes de fatigue, on est pas mal. Euh, Quand ma deuxième fille est arrivée, donc j'étais en mode, je vais l'allaiter, etc. Et en fait, au bout d'un mois et demi, 2 mois, j'en pouvais plus. Mais j'en pouvais plus. J'étais fatiguée parce que l'aînée était petite et en plus était perturbée par l'arrivée de sa sœur et qu'en plus, moi, je savais pas encore comment accompagner correctement le sommeil. J'étais la tête dans le guidon avec un deuxième baby's en train d'essayer de l'allaiter et en fait, j'étais épuisée. ouais. Et l'allaitement, c'est quand même le sujet de culpabilité maternelle Numéro un. numéro un, je pense. En tout cas, sur les tout petits. Ouais. Parce que parce qu'il y a un truc très primaire, très nourricier, tu vois, je peux donner à manger à mon enfant et toutes les vertus que ça a et blablabla et blablabla.
Et donc, du coup, j'avais une partie de moi qui disait arrête, parce qu'en fait, si on se reconcentre sur la vision, c'est pas ça qui est important. Mais j'arrivais pas à reprendre cette hauteur-là. Et j'étais en mode, il faut que je continue, j'en peux plus, mais il faut que je continue, il faut que je continue, il faut que je continue. Jusqu'à ce que du coup, on ait une conversation où en fait, moi, tout se mélangeait de oui, mais comme j'allais, je suis moins dispo pour l'aîné, et je suis moins dispo aussi pour toi parce que je suis hyper fatiguée, et en même temps, c'est hyper important, etc. Et le mec m'a quand même remis de la hauteur en disant mais c'est quoi qui est important en fait? L'enfant D'allaiter? soit nourri. C'est ça Voilà. l'importance numéro un, on est d'accord? Mmh. Et ou que on puisse tenir le coup là Bien sûr. avec nos enfants rapprochés et qu'on puisse un peu aussi profiter du fait de créer une fratrie, etc. Qu'est-ce qui est important, quoi. Ouais, Et ah ouais, c'était une vraie question parce qu'il m'a dit peu importe ta réponse, moi je te je te soutiens. suis. Donc si tu veux Mmh. continuer à l'été, je vais m'adapter. Avec Anna, on va s'adapter et on va trouver des façons de faire. Si toi tu juges qu'en fait c'est pas ça que tu veux, ben c'est fine, on passe au biberon en fait. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui te remet un peu de hauteur, tu dis ok, là, très bien, calmons-nous, ça va bien se passer. Donc j'ai arrêté et je me suis préservé, ce qui est pour la suite essentiel, quoi. Parce que finalement, je te donne du coup mon deuxième exemple de moment clé dans la parentalité. Et c'est quand Anna avait, donc l'aînée avait 2 ans, qu'elle dormait plus. Qu'elle dormait Mmh. plus et il fallait qu'on reste à côté de son lit pour qu'elle s'endorme ou dans le couloir. Et si elle se réveillait au milieu de la nuit, il fallait retourner à côté de son lit, quoi. Et autant te dire qu'elle se réveillait très très souvent. Donc plus de soirée, plus de nuit. On est arrivé, je crois, pendant des mois à dormir peut-être 3-4 heures par nuit. À tel point que moi j'étais angoissée le soir à l'idée de me coucher, en me disant mais qu'est-ce qui va m'arriver cette nuit, quoi. Et comme t'imagines, un niveau de fatigue dans un couple, autant te dire que ça se clashait très 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 fort. Ouais, ouais. Et on a mis beaucoup trop de temps, là, je pense, à avoir une conversation. Parce qu'on faisait que de se dire ça va passer, c'est une phase, ça va passer. Et qu'on trouvait pas en plus d'informations. Parce que alors là, tu vas sur les réseaux sociaux pour chercher ça. Merci la culpabilité, merci les conseils en carton, quoi. Je crois que le pire des conseils, que j'ai vu en plus plein de fois, c'est oui, là tu te plains, mais plus tard tu regretteras. Ah bah merci, bah super, donc j'ai même pas le droit de pas être très satisfaite de pas dormir, quoi. C'est vraiment tout se dégradait, hein. La vie au quotidien Ouais. ça devenait un enfer. Puis quand on dort C'est- pas, on devient des monstres, hein, c'est clairement. Ouais, c'est ça, tu t'as plus aucune patience avec tes enfants, tu supportes plus rien, t'es épuisé, tu tiens que sur les nerfs, au travail t'arrives à rien, avec ton mec te parle, t'as envie de lui arracher la tête, enfin. Et en fait, là, il y a une conversation, faut qu'on arrête, faut qu'on change, ce qu'on fait, ça fonctionne pas. Et il a fallu vraiment la reprendre beaucoup de hauteur et de se dire, et se dire des discours qu'on n'entendait pas ailleurs. De se dire, on a peut-être le droit de dormir. C'est quand même fou de se dire ça. On a peut-être le droit de dormir et de dire à notre kid, il y en a marre, tu vas dormir en fait. Et de se dire, ok, là, on va mettre un stop et puis et on va faire ce qu'il faut pour que ça Donc s'arrête. c'était quoi? C'était remettre un cadre qui était, en fait, plus autoritaire? C'était remettre de l'autorité, ouais, c'était remettre de l'autorité, c'est remettre du cadre. Le cadre, c'est pas que de l'autorité, ça va être, en fait, c'est tout un changement de posture et c'est d'une relation où on est égaux. Parce que ça, je crois que ça nuit énormément. Parce qu'on veut faire des enfants heureux, on a l'impression qu'il faut se mettre absolument à leur hauteur et les traiter comme des mini-adultes. Tout en se disant, mais ils ont pas la maturité pour être des mini-adultes. Donc, comment on gère ça, en fait? Ouais, ou pour se faire aimer aussi, un peu best friend, non? Il y a pas cette Ouais, mais relation c'est un ça, peu best exactement. friend avec son enfant, je veux être la maman cool, et du coup Exactement. d'oublier aussi la responsabilité de, qu'est-ce que je veux lui transmettre et qu'est-ce qu'il doit apprendre pour la vie et comment je me comporte au quotidien face à ça? Et qui certaines fois demande de l'autorité, de la Exactement. responsabilité, un Exactement. cadre, clair, net, précis et pas, un bon temps entre copines. Exactement. Et en fait, de Mmh. aussi accepter que les parents sont là pour aimer les enfants, mais la réciproque n'est pas vraie. On n'a pas à chercher l'amour de ses enfants. Ouais, Alors, rassurez, heureusement, c'est un acquis. Les enfants nous oui, aiment, mais oui. quand on est toujours dans cette volonté d'être aimé de ses enfants, on ne peut pas prendre des décisions qui sont justes pour eux. Et donc ils seront Parce pas que, heureux. ouais, Super parce intéressant qu'en ce pilier. en ayant peur de ne pas être aimé de tes enfants, tu vas retomber dans la satisfaction immédiate pour pas qu'ils me disent je t'aime pas, t'es méchante. Parce qu'ils vont le dire. Mmh mh. Ils vont le dire à Ils vont le 3 ans, ils vont dire! le dire à 15. Et Hein. oui, oui. Donc, il faut être droit dans ses bottes et il faut être capable de pas se laisser atteindre par ça
Donc c'est-à-dire qu'en termes d'amour propre, il faut aussi être droit dans ses bottes. Se Parce que donner quand cet tu es tout amour soi-même. exactement, parce que si tu attends tu donnes ce rôle-là à ton enfant de t'aimer, tu lui donnes un pouvoir immense sur toi De te toi contrôler et de contrôler ton quotidien, tout ce que tu veux. et en fait, tu lui rends pas sérieux parce que quand tu donnes un pouvoir comme ça, Pas il est du pas tout. équipé pour gérer ça. C'est comme Ouais. si tu donnais, on va te donner les clés d'un étoilé à quelqu'un qui vient de commencer son CAP cuisine et qui a 14 ans, tu vois? En lui disant: «Bah, allez, fais tourner la baraque». Le niveau de stress et le tu sûr que ça va se casser la gueule. Et après tu vas lui dire: «Ah, tu vu, tu pas du tout réussi, je t'ai donné des responsabilités absolument disproportionnées par rapport à tes compétences et ça fonctionne pas, je comprends pas». Il faut être le chef de cuisine. Il faut sortir de cette relation d'égal et de se remettre dans une position asymétrique. Et en fait, ça veut pas dire que si t'es le chef étoilé et tu considères ton kid comme ton commis, qu'il y a une relation tyrannique ou humiliante ou quoi que ce soit. Juste, en fait, j'ai quelques décennies de plus d'expérience de la vie et je te guide dans la vie. Et mon but, c'est de te faire grandir en donnant des choses qui sont accessibles. Et il n'y a pas de rapport de force avec ça. C'est juste, c'est pas la même chose. Ça peut se faire en toute bienveillance, ouais. Ouais. Bien sûr, C'est bien sûr. simplement une conviction à avoir, en fait, envers son enfant, quoi. C'est dire, Exactement. pour l'instant, c'est le mieux pour toi, c'est moi qui décide, je suis responsable, fais-moi confiance. Exactement. Et les enfants attendent que ça, de faire... parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas à être gestionnaire du quotidien. Eux, ils ont à faire des tours en Lego, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. c'est ça. Ils ont à créer de leur développement d'enfant, leur apprentissage d'enfant, faire maturer leur cerveau et créer plein de connexions dans leur tête, etc. C'est ça qu'ils ont à faire. C'est pas décider ce qu'on mange, c'est pas décider si on fait le bain ou pas, c'est pas Si on va se coucher ou pas. Souvent, si on va se j'entends coucher ou ça, pas. j'entends des parents qui demandent à leurs enfants, on va se coucher? Je me dis: «Mais c'est plus une question à poser là, tu vois? C'est là pour l'instant, il faut dire, on va se coucher». C'est pas une question, c'est un point d'exclamation, quoi. Mmh. Donc quel est le cadre que tu as remis à l'époque? Pour que ça Alors, s'arrange avec les filles? ah bah alors, il y avait pas mal de taf, hein. Il y avait pas mal de Ouais, travail parce qu'au final, bah, c'est ce que je disais, en fait, t'es pas parent avant d'être parent. Quand t'as pas forcément non plus l'éducation, le cadre le plus épanouissant non plus, c'est pas évident. Donc tu vas avoir tendance justement, et je pense que c'est ce qu'on a fait, à construire en opposition au lieu de construire en disant ce que je prends, ce que je prends pas. C'était genre je prends rien et moi je suis la nouvelle génération et la nouvelle génération on sait que et les neurosciences disent que et machin, on sait mieux que tout le ouais. monde. On va on va en toute humilité réinventer l'éducation. Euh, alors oui, il y a des choses qui ont changé, tant mieux. Mmh. Euh, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes à garder. sur justement réussir à garder de l'autorité sans peut-être avoir l'autorité que certains d'entre nous ont eu, qui est pas forcément Qui l'autorité était rassurante, mais forte, voilà, et qui était violente. Dans mon cas, voilà, violent, quoi, tu vois? c'est Ouais. ça. Ce qui ne se fait plus du tout, donc c'est pas rentrer là-dedans Voilà. non plus. Non, Ouais, c'est plutôt de dire, ok, moi, bah justement, je me positionne comme le chef étoilé. J'ai une vision pour mon restaurant, j'ai une vision pour ma famille, voilà, voilà. et en fait, je te guide parce que je veux aussi que toi, tu deviennes chef étoilé. Et donc, il n'y a pas d'humiliation là-dedans. Ouais. C'est de l'autorité qui rassure. Et c'est l'autorité qui rassure qui fait que, bah, en fait, quand c'est l'heure de dormir, c'est l'heure de dormir. Moi, je vois 4 grands piliers sur ce qu'est un cadre. Il y a l'autorité, il y a Oui, la clarté des rôles, la clarté de oui, l'organisation du quotidien, etc. Il y a la cohérence. Parce que je disais tout à l'heure, les parents qui vont pas s'appeler leur autorité, les parents qui disent d'être heureux et qui le sont aussi. Il y a la cohérence entre ce que je dis, ça arrive, ma parole, elle est fiable. Donc, ce qui fait que si je te dis non et tu vas oui. arrêter de Et oui, tu as protester, raison, tu lui fais confiance. oui. Mais s'il te dit on va faire ça et ça va être cool, on va le faire et ça va être cool. Tu vois, ça va dans les deux Mmh sens. mh. Mmh. Et puis évidemment, il y a l'amour Mmh. en fait. L'amour, le fait de passer du bon temps ensemble, d'avoir une relation qui soit riche, où il se passe des choses, où on communique et on kiffe, on se fait des bons souvenirs. C'est l'équilibre entre tout ça en fait. Tu vois, j'avais l'impression donc de l'extérieur que on est passé quand même d'une génération où l'éducation était très autoritaire, violente, psychologiquement, physiquement. On donnait des baffes, facilement, des claques, tu vois? C'était assez logique, assez normal et aujourd'hui, on a basculé dans un truc qui est complètement à l'inverse. Il faut qu'il y ait plus du tout d'autorité,
quand on parle de psychologie positive, d'éducation positive, etc., que ça doit être du positif, du mignon, du machin, parce que c'est sain de basculer d'un point à l'autre pour qu'un enfant soit heureux. Il y a 4 grands types d'éducation, et l'éducation qu'on essaie de viser, c'est l'éducation qui soit épanouissante, et c'est vraiment Mhm. l'équilibre entre l'autorité et l'amour. C'est vraiment Ok. ça. Aller dans le tout amour, ça va vers le laxisme. Et ça peut même, tu vas dans beaucoup le don de toi et l'écoute et l'accueil, etc. Et en fait, ça te laisse plus d'espace en tant que parent. Ton enfant, en Mhm. réalité, il est stressé. Il a tellement de choix et d'options devant lui. Et Et, oui. tu sais, on part sur la métaphore du restaurant, c'est les cartes sans fin. Tu sais même plus ce que tu dois choisir. Donc ça te crée du Ouais. stress. Et donc, il va être très sollicitant avec les parents. Et les parents, au bout d'un moment, ils en peuvent plus. Et là, ils virent dans l'autoritarisme, ils pètent un câble et ils se mettent à crier sur leurs enfants parce qu'en fait, ils en peuvent plus. Donc on essaie de pas en arriver là, de justement mettre du cadre, des limites pour pas qu'on soit tout le temps, qu'on aille toucher les limites des parents et qu'ils aient des réactions hyper violentes. Et donc oui, je pense qu'il y a un vrai changement de paradigme là dans les différentes générations. Il y a une construction qui se fait justement parce que il y a des choses qui n'ont pas été digérées. Les parents qui Et il y a des refusent blessures. vraiment Oui. beaucoup, qui Mhm. refusent l'autorité, qui refusent l'expression de l'autorité, et tu vois, quand tu leur dis la relation, elle est asymétrique et c'est normal, et tu vois que ça leur hérisse le poil, c'est parce que eux, ils ont très probablement vécu ça de manière pas hyper sympa. Et donc, se mettre dans cette posture-là, ça les renvoie à un modèle qu'ils veulent surtout pas reproduire. Ouais. Et il y en a qui ont juste qui ont eu une éducation, qui étaient peut-être des enfants hyper cool et qui ont une éducation hyper cool et qui ont pas les mêmes, on n'a pas tous les mêmes enfants à élever, hein, et qui du coup se disent attends, moi j'ai jamais eu ça, pourquoi je dois faire ça quoi. Réussir à encore une fois à savoir ce qu'on veut amener et se dire en fait si je veux développer aussi l'autonomie, le sens des responsabilités pour avoir des enfants qui fassent les bons choix derrière, il va falloir qu'au début je leur crée une base de lancement qui soit solide en fait. Donc c'est au Ouais. début, au début, Ouais. t'es sur leur dos. T'as plein de règles, plein de consignes, t'es très décisionnaire et pas beaucoup. Et puis, plus ils vont avoir le sens des responsabilités, plus tu vas pouvoir lâcher un peu parce que tu sais qu'ils vont faire les bons choix et que s'ils les font pas, c'est fine parce qu'ils ont un sens des responsabilités qui leur permettra d'assumer ça, quoi. Énorme. Ouais, excellent. Merci Sarah, magique. De Donc si je rien. récapitule un peu comment faire des enfants heureux, qui était notre grande question aujourd'hui. Mmh. La première chose vraiment à mettre au centre de toute discussion, c'est enfants heureux parce que parents heureux. Ouais. D'accord? Règle Tout à fait. numéro 1, si les parents sont heureux, et notamment les mamans, donc si les mamans sont heureuses, l'enfant sera heureux. Ouais. Pour qu'une maman soit heureuse, c'est important qu'elle fasse des choix qui lui ressemblent. Tout à fait. Deuxième pilier. Mmh. Troisième pilier, pour que les choix qui nous ressemblent aient du sens pour un enfant et qu'il soit heureux grâce à ça, il faut qu'il y ait une vision long terme. Que tous Tout les à choix fait. qu'on fait s'ancrent dans une vision d'éducation pour nos enfants, pour faire des enfants heureux, responsables et toutes les valeurs qu'on va leur transmettre. Le cadre, long Mmh. terme. Et la dernière chose ensuite, c'est-à-dire que d'une vision long terme, on doit pouvoir appliquer ça au quotidien, dans un cadre Mmh. qui, là encore, nous ressemble, nous épanouit. C'est un cadre qui est évolutif, en alignement avec la vision long terme, en alignement avec le partenaire, Mmh. ce que lui aussi a envie de transmettre, pour que ce soit plus facile, déjà, et beaucoup plus cohérent pour l'enfant, parce que tout ce qui a du sens pour lui le rend heureux. Tout à fait. Tu as très parfaitement résumé Est-ce que la recette des la enfants heureux. Ça a recette l'air si simple. miracle! La Ça a l'air si recette simple. miracle! Et donc ça, je pense que c'est très important de le remettre au centre, c'est de dire que notre responsabilité, avant tout, face à nos enfants, c'est de leur montrer par nos agissements, par la manière d'être, par ce qu'on ressent nous-mêmes, ce que c'est que le bonheur, ce que Mmh. c'est que d'être heureux. Ouais. Et ne pas essayer de leur transmettre, de leur dire: «Sois heureux, ma fille, sois heureux, mon fils, sois heureux», alors que nous, on souffre le martyre. Ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc réalignons ce qu'on ressent, nos visions, notre cadre du quotidien pour que nos enfants soient en fait heureux et épanouis, quoi. Exactement. Se mettre en burn-out pour rendre ses enfants heureux, ça ne fonctionne Ça pas. marche pas. Il faut bien se dire que, moi, tu vois, pour moi, la maman, la daronne, dans notre société, c'est la clé de voûte de la famille. C'est elle qui tient toute la structure.
Alors Ouais. certes, ça devrait être un peu moins comme ça, mais ça C'est repose encore le cas. énormément sur les femmes. Oui, ouais. Et en fait, la clé de voûte, c'est celle qui tient toute la structure. Si elle s'écroule, tout tombe. Donc en fait, Mmh. c'est là qu'il faut aller mettre du soin, c'est là qu'il faut aller mettre de l'attention, parce que c'est toujours plus simple quand on va bien d'aller gérer ce qui va pas dans le quotidien Oui, ou générer du bien, en fait. et Je générer vais du bien, bien. je génère du bien, je vais mal, je génère du mal. Entre guillemets, c'est l'équation, elle est très rapide, quoi. Alors après, il y a des gens qui se sentent pas bien et ça va avec leurs enfants parce qu'elles arrivent à faire, tu vois, le pont, mais ça tient pas dans la durée, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment là qu'il faut aller, qu'il faut apporter son attention, c'est d'abord sur soi. Et parce qu'en fait, il faut pas oublier que la personne qui a permis de créer cette famille, c'est la femme que t'étais, toi, à la Mmh. base. Et que cette Mmh. femme-là, elle a pas disparu. Et que c'est avec cette femme-là qu'à un moment, qui a décidé, je vais faire une famille, et son plus sain a dit, ah bah ouais, grave, parce que ça serait vraiment trop bien que toi et moi, on fasse des mini-nous, quoi. Et qu'en fait, d'un coup, cette femme-là, on l'honore plus. On la fait plus vivre. On s'occupe plus d'elle. Alors que c'est elle le point de départ de tout. Sans elle, il y aurait pas cette famille, il y Ni aurait de pas ce ces qu'elle enfants. aime, on s'occupe plus Ouais. d'elle, ni de ce qu'elle aime, ni de ses besoins, on les remplit plus, on Mmh, s'éloigne de soi. Voilà. exactement. Ouais. Donc, en conclusion absolue, prenez soin de vous, les darons. Exactement. Vous aurez des enfants heureux. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment, Sarah, d'être venue aujourd'hui partager tes neurones avec moi pour qu'on fasse avancer ce monde et que ce monde soit une place meilleure pour nous, les femmes. On vous embrasse très fort. Avec Merci de votre plaisir. écoute et à bientôt. Merci. À bientôt. Chacune de nos histoires compte, parce que les histoires qu'on crée aujourd'hui pour nous, c'est les histoires qu'on laisse aux générations de demain. Alors pour toi-même et pour nous toutes, merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui avec moi, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Partage un max ce podcast, parce que plus on est à réfléchir, plus on est à déconstruire, plus on est à évoluer, à devenir nous-mêmes, à faire bouger les lignes de ce monde, plus chacune de nous sera épanouie, plus chacune de nous aura sa place, et plus ce monde nous ressemble. Si cet épisode t'a plu, mets 5 étoiles sur Apple Podcast. Je prends le temps de lire chacun de vos commentaires. Votre bienveillance est un cadeau pour mon cœur et pour tout le travail que ce podcast représente. Alors j'ai décidé que chaque semaine, j'élirai le plus beau des commentaires et la personne choisie recevra un cadeau. Sortez vos plus belles plumes, vos mots de bienveillance et écrivez un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Il ne me reste plus qu'à t'envoyer tout plein d'amour, une énorme dose de power. Et rappelle-toi de rester powerful parce que ce monde a besoin de toi.